Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Maintenant, je passe à la seconde personnalité par ordre de rang d'homme d'État de l'opposition ivoirienne aujourd'hui. C'est l'ancien Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro, président de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire. En quoi consiste son jeu politique dans cette séquence fondamentale? Premièrement, Guillaume Kibafori Soro a pour lui un avantage incontestable. C'est l'un des leaders, c'est le leader le plus charismatique du mouvement de jeunesse ivoirien. D'abord, c'est l'un des leaders du mouvement de jeunesse ivoirien et c'est le plus charismatique de tous. Celui qui a le plus marqué de tous les leaders du mouvement de jeunesse en Côte d'Ivoire, eh bien, le mouvement de jeunesse ivoirien, c'est Guillaume Kibafori Soro. C'est le patron des secrétaires généraux de la grande fessée historique. Il n'est pas le premier. En ordre chronologique, des secrétaires généraux de la grande fessée historique, mouvement de gauche, fer de lance de la revendication démocratique ivoirienne des années 90. Chronologiquement, il n'est pas le premier. Mais du point de vue de la capacité d'action, la capacité d'organisation, de l'impact sur l'histoire de la Côte d'Ivoire de ces 30 dernières années, c'est lui. Le président Laurent Gbagbo donne en ce sens un témoignage. Il dit que c'est Guillaume Soro qui a désigné les responsables de la jeunesse du FPI, que lui, Laurent Gbagbo, a nommé. Quand il voulait renforcer la jeunesse du FPI, il a demandé à Guillaume Soro de lui dire quels sont les jeunes du mouvement de jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire qui pourraient utilement rejoindre le FPI pour le doper. C'est Guillaume Soro qui a recommandé l'actuel secrétaire général du FPI, le camarade Damana Pikas, au président Laurent Gbagbo. Ça, c'est un. De deux, Guillaume Kibafori Soro, qui a reconnu que ça a été une erreur, une faute, de faire confiance à Alassane Dramane Ouattara en 2002 pour l'aider à se réinclure dans le jeu politique au nom du panafricanisme. Guillaume Kibafori Soro a, comme le président Laurent Gbagbo, une expérience fondamentale de commandement des armées en Côte d'Ivoire. Il y a entre lui, Guillaume Soro, et le peuple de Côte d'Ivoire, une relation qui est aussi intuitive. Il fait partie des hommes politiques que les Ivoiriens devinent. Quand Guillaume Soro, que ce soit sur les campus de Côte d'Ivoire, ou quand il est à la tête d'une organisation politique, se met devant les gens pour parler, on imagine ce qu'il va dire. Parce qu'on le sent, on sait que c'est quelqu'un qui est du pays. Au sens du ressenti, de la vibration. Il a ce lien naturel à sa terre. Troisième élément important de la posture de Guillaume Soro, et cela apporte de la force à l'opposition ivoirienne. De tous les leaders politiques ivoiriens, Guillaume Soro est celui qui a anticipé sur l'importance de la révolution de l'AES. Avant que l'AES n'apparaisse, Guillaume Kibafori Soro et le mouvement Génération et Peuple Solidaire l'avaient vu. C'est l'homme de Bamouania, Bamako, Ouagadougou, Niamey. À l'époque où l'Alliance des États du Sahel n'était pas encore née, où le Mali, le Burkina Faso et le Niger se défendaient chacun comme ils pouvaient contre les assauts de la CEDEAO néocolonisée, se défendaient comme ils pouvaient contre les menaces de dépeçage de leurs États par les groupes terroristes. Guillaume Kibafori Soro fait partie. Il est le premier homme d'État ivoirien à avoir pris fait et cause pour le Mali. Du président Assimi Goïta,
le Burkina Faso du président Ibrahim Traoré pour le Niger du président Abdourahmane Tiani. Il les a soutenus quand il y avait très peu qui osaient citer leur nom dans leur discours public. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il a un flair historique tellement profond, il savait qu'un jour, le peuple de Côte d'Ivoire devrait compter sur le soutien des peuples du Sahel pour se débarrasser de la dictature d'Alassane Dramane Ouattara. Je passe au 4e niveau du jeu. Le président Guillaume Kibafori Soro a anticipé depuis très longtemps l'importance des réseaux sociaux de communication. C'est lui qui a organisé la défaite médiatique et intellectuelle du RHDP sur les réseaux sociaux. Et cela à partir même de la période de sa démission de l'Assemblée nationale et même avant. C'est lui qui, le tout premier, a senti l'importance de Twitter, l'importance de Facebook, de TikTok, l'importance de YouTube, et qui a mis ses équipes au travail sur ce terrain-là, où, jusqu'à ce jour, les équipes de GPS continuent de terrasser matin, midi et soir tous les milliardaires communicants de Ouattara Dramane. C'est un élément fondamental. Je passe au 5e niveau. Le jeu et l'enjeu de Guillaume Soro dans cette lutte d'opposition. Guillaume Kibafori Soro est un fils du nord de la Côte d'Ivoire. Guillaume Kibafori Soro est un chrétien ivoirien, traditionnaliste ivoirien. Guillaume Kibafori Soro est un fils de la civilisation métissée, traditionnaliste chrétienne et musulmane de Côte d'Ivoire. Guillaume Kibafori Soro est le beau-frère des Bété de Côte d'Ivoire, de Daloa. Guillaume Kibafori Soro est donc, en réalité, pour le mouvement d'opposition actuel, la preuve incarnée qu'on ne peut pas dire que c'est un mouvement qui est fait contre le Nord. La présence de Guillaume Kibafori Soro, ivoirien multiplement enraciné dans son pays, laminaire véritable, dans cette bataille pour libérer la Côte d'Ivoire, est la garantie morale incontestable que ce n'est pas une bataille du Nord contre le Sud, de l'Est contre l'Ouest, du centre contre le Nord. Ce n'est pas une bataille ethnique, ce n'est pas une bataille régionale, ce n'est pas une bataille religieuse. C'est la bataille de la libération de la Côte d'Ivoire de l'oligarchie néocolonialiste du RHDP-RDR de Ouattara Dramane. Guillaume Soro est la garantie que c'est le cas. Personne au RHDP ne peut aujourd'hui se lever et dire les mobilisations de l'opposition sont faites contre les Ivoiriens du Nord. Or, Alassane Ouattara aimerait cela. Et la présence de Guillaume Kibafori Soro et de ses compagnons dans la coalition qui va gagner, cette présence casse le mythe du revanchisme contre le Nord. Mieux, on s'accorde à reconnaître que la partie la plus persécutée politiquement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le Nord. On s'accorde à reconnaître que la partie de la Côte d'Ivoire qui a perdu le plus grand nombre d'hommes d'État sous les coups d'Alassane Dramane Ouattara, c'est le Nord. On va commencer à compter. Amadou Gon Coulibaly, esquinté par Ouattara, c'est le Nord. Ahmed Bakayoko, esquinté par Ouattara, c'est le Nord. Ouattao, esquinté par Ouattara, c'est le Nord. Le ministre Diakité de l'administration territoriale, esquinté par Ouattara, c'est le Nord. Vous pouvez continuer la liste des fils du Nord qui ont été esquintés par Ouattara. Bala Keïta, esquinté par Ouattara, c'est le Nord. Mamadou Ben Soumoro, esquinté par Ouattara, c'est le Nord. Oui! Faites le décompte des fils de la Côte d'Ivoire qui ont été esquintés. Vous vous rendrez compte que le Nord est la partie la plus meurtrie par le régime de Ouattara.
C'est avec les fils du Nord qu'Alassane Dramane Ouattara est d'une inhumanité totale. Regardez comment il trimballe depuis plusieurs années. Le vice-président de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire connaît Kamaraté Soleiman. Regardez. Regardez comment il maltraite nos camarades. Regardez la violence avec laquelle il s'est abattu contre notre mouvement. Alassane Ouattara a tenté d'abattre l'avion de Guillaume Kibafori Soro sur le ciel d'Abidjan. Il a voulu que cet avion s'écrase en suppliant le président ghanéen de ne même pas permettre un atterrissage. C'est un fils du Nord qui voulait tuer. Guillaume Soro a échappé à au moins 7 tentatives d'assassinat. Au moins 7 tentatives d'assassinat ces dernières années par Alassane Dramane Ouattara. C'est le Nord. Donc, Guillaume Kibafori Soro incarne l'impossibilité pour le régime RHDP de se dire ostracisé sur des bases ethniques. C'est pas possible. De la même façon, le président du leader, bien sûr, l'ancien président de l'Assemblée nationale, le professeur Mamadou Koulibaly, que je ne voudrais pas oublier ici, ils incarnent très clairement l'impossibilité pour Ouattara de se tenir devant n'importe quel micro. On essaie de nous ostraciser à cause de nos origines. C'est faux. Je passe à un 6e niveau d'appréciation. Mais le président Guillaume Kibafori Soro est l'homme d'État le plus capé. Après le président du RHDP, usurpant actuellement la présidence de la République, Ouattara Dramane, et le président Laurent Gbagbo, qui a été président de la République pendant 10 ans, Guillaume Soro est l'homme d'État en capacité d'assumer la Côte d'Ivoire, ipso facto. Il peut la gouverner. Car il a montré par le passé, dans des conditions difficiles et dans des conditions normales, sa capacité à gouverner. Donc c'est un poids lourd pour l'opposition ivoirienne. Je viens maintenant au jeu et à l'enjeu du président du PDCI, Tidiane Thiam. Tidiane Thiam est un fils de la Côte d'Ivoire. Cela est incontestable. Je ne reviendrai pas là-dessus. On a voulu lui faire le chantage de ses origines par le père, etc. C'est un fils de la Côte d'Ivoire. Il est aussi fils de la Côte d'Ivoire par le sang. Il est fils de la Côte d'Ivoire par la terre, par le sang. Ce n'est pas un débat. C'est un fils de la Côte d'Ivoire par l'histoire de sa vie. Il a rappelé utilement, à plusieurs occasions, son parcours scolaire, son parcours académique. Et il est connu en Côte d'Ivoire. Il a ses camarades de classe en Côte d'Ivoire. Contrairement à Ouattara Dramane. Tidiane Thiam a montré qu'il avait une signifiance et une représentabilité politique. Parce qu'il a réussi, malgré toutes les tentatives de lui opposer des adversaires internes, il a réussi à prendre le contrôle du PDCI-RDA après la mort du président Henri Konan Bédié. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être capable de se faire élire président du Parti de l'Indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une maison à la tête de laquelle vous pouvez vous retrouver si vous n'êtes rien. On peut critiquer, mais il faut reconnaître la valeur des gens. Il s'est même autorisé de faire semblant de quitter la présidence du PDCI-RDA. Et il y a été reconduit par ses camarades avec brio. Ça, c'est un 3e élément important du personnage. Il a réussi à s'imposer comme le chef légitime, pas seulement légal, du PDCI-RDA. Et notamment à battre celui qui s'esquissait comme son principal rival interne, Jean-Louis Billon. Il n'y a aucun débat là-dessus. Mais Tidiane Thiam, bien que dans un premier moment, il ait cru qu'il pouvait évoluer avec la bonne compréhension d'Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara avait voulu se comporter envers lui comme un père envers son fils. Tidiane Thiam a très vite compris que si Alassane Dramane Ouattara en politique vous appelle mon fils, sachez que potentiellement, vous serez la cible d'un filiocide. Si Alassane Ouattara en politique vous appelle mon fils, mon fils, mon fils, sachez que vous êtes en danger. Tidiane Thiam a vécu cela. Il raconte lui-même qu'avant de se lancer vers l'élection présidentielle ivoirienne, il est allé avec sa grand-tante rencontrer Alassane Dramane Ouattara intuitu personae. Et pour lui dire
Je sais que vous avez fini vos mandats. Je ne voudrais pas vous déranger, chers doyens, mais je viens vous informer que j'ai l'intention d'être candidat à la prochaine élection. Alassane Dramane Ouattara, un bon serpent crottal à deux têtes. Flatta Tidiane Thiam. Mais c'est bien mon fils. Non, 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 non. Mais tu es un fils. Tu sais, la présidence de la République, ça ne m'intéresse plus. Hein. J'ai déjà tout vu dans ma vie, Tidiane. Hein. J'ai tout vu. J'ai tout essayé déjà. Qu'est-ce que j'ai à faire après 80 ans encore à la tête de l'État? Non, tu peux être candidat. Tidiane Thiam témoigne qu'Alassane Ouattara lui a donné le blanc-seing pour avancer. Et il a eu l'occasion d'apprendre ce que nous lui disions et qu'il n'écoutait pas. À savoir qu'il faut se méfier d'Alassane Dramane Ouattara quand il vous prend en paternité, en politique. Cela veut dire que vous êtes un candidat à la mort politique et à la mort physique. Car Alassane Ouattara n'avance en politique qu'en faisant des sacrifices humains. Il a besoin de sacrifices humains pour consolider son pouvoir. Vous avez vu comment il a sacrifié à Lino Faso, par exemple. C'est un sacrifice humain qu'il considérait comme nécessaire pour montrer qu'il est farouche et essayer d'effrayer et le peuple burkinabé, et le peuple ouest-africain, et le peuple ivoirien. C'est un sacrifice humain. Ouattara avance par sacrifice. C'est comme ça qu'il a fait couper la tête de Nguessan Kouakou Toussaint à Daoukro en novembre 2020. C'est un sacrifice. Et c'est son habitude. Donc, une fois que Tidiane Thiam lui a dit qu'il aimerait s'asseoir dans son fauteuil, sur lequel Ouattara était assis, Ouattara, dans sa tête, a automatiquement, je connais les mécanismes mentaux du satrape, il a automatiquement et spontanément proclamé et prononcé la bordée de jurons dont il est friand. Nyamorode, Batrade, Dangaden, tu vas voir. Tu vas me sentir. Dans sa tête, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'au moment où il verbalisait, non, 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 mais c'est très bien Tidiane. Dans sa tête, c'était Nyamorode, Batrade, Dangaden. Nyamorode, Batrade, Dangaden. Tu vas voir. Et à peine Tidiane Thiam avait-il tourné les talons et était-il sorti de cette audience qu'Alassane Ouattara a muté ses proches pour dire, celui-là, vous me le mettez sous haute surveillance. Hein. Ah non, 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 non. On ne va pas s'amuser avec lui, on va le mater. Je vais lui apprendre que c'est moi qui lui ai redonné son passeport ivoirien, il va voir. Tidiane Thiam, ayant tiré des leçons de cela, ajoute à son jeu une dimension supplémentaire. C'est la démystification de Ouattara, le soi-disant économiste. On doit à Tidiane Thiam un travail très fin pour montrer la différence qu'il y a entre les fonctionnaires du FMI et la Banque mondiale, les fonctionnaires de la Banque de France et les véritables patrons de l'économie. Tidiane Thiam a attiré notre attention sur le fait que ce monsieur de Ouattara n'a jamais pris de risque. Il n'a jamais pris de risque dans sa vie. Il a toujours travaillé sur la base d'une nomination. Il n'a jamais mené une affaire, sérieusement. Nomination à la Banque mondiale, nomination au FMI, nomination... Il n'a jamais rien risqué. Il est fait pour des carrières à salaire. Tidiane Thiam a souligné le fait que lui, par son expérience, il a tout risqué. Il a participé à des aventures économiques extrêmement libres, dans lesquelles tous les coups sont permis, où la concurrence est rude et impitoyable. Contrairement aux fonctionnaires planqués, recommandés par Paris dans la Banque mondiale, dans le FMI ou à la Banque de France. Donc Tidiane Thiam contribue à démystifier le soi-disant technocrate venu de Washington, du FMI, etc. Et à le présenter en réalité comme un simple exécutant, un simple fondé de pouvoir d'une oligarchie france-africaine, en perte de vitesse partout sur la terre, y compris dans les négociations sur la paix en Ukraine. Tidiane Thiam arrive et apporte la démystification totale du mythe de l'excellence extraordinaire économique de Ouattara. Enfin, il a redressé le tir, Tidiane Thiam, en ramenant le PDCI sur le sentier du RDA et en le faisant travailler en bonne entente avec le PPACI du président Laurent Gbagbo et en arrêtant les actes d'hostilité maladroite qu'il avait commencé envers GPS de Guillaume Kibafouri Soro. Tidiane Thiam apprend à jouer collectif.
parce qu'il n'a pas le choix. Ouattara Draman lui a imposé l'exil. Ouattara Draman lui impose la marginalisation. Ouattara Draman lui inflige l'exclusion la plus humiliante de sa vie. L'exclusion des listes électorales de son pays natal. Tidiane Thiam, confronté à cette expérience, apprend à travailler politiquement comme un opposant déterminé. Et il est heureux que dans ce malheur, le PDCI-RDA retrouve les couleurs véritables du RDA, Rassemblement démocratique africain. Ce qui veut dire que la jeune garde du PDCI-RDA va incontestablement monter en puissance dans ce parti. Parce que la politique que le PDCI commence à faire là, elle ne peut pas être faite avec des gens qui cherchent les nominations. Elle ne peut pas être faite avec des gens qui sont habitués au pouvoir et qui ne supportent même pas d'être dans l'opposition longtemps. Elle ne peut pas être faite avec des gens qui sont des mous du salon. La phase dans laquelle le PDCI est entré là, c'est une phase de combat politique intense. Je conclus mon analyse de ce premier point de cette émission en vous disant que quand vous analysez le jeu des principales figures de l'opposition, vous comprenez qu'Alassane Draman Ouattara livre son dernier combat politique. Il ne pourra plus se réfugier au Burkina, au Mali, au Niger, au Sénégal. Même en Guinée, il ne pourra plus se réfugier. Alassane Ouattara n'a plus de base arrière pour mener la lutte politique en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ne pourra plus instrumentaliser les Ivoiriennes et les Ivoiriens du Nord. Ils ont compris, ils sont quittés dans ça. Ils ont compris qu'il faut libérer la Côte d'Ivoire et qu'il faut arrêter de s'enfermer dans ces perceptions nordistes, sudistes, centristes, ouestistes, estistes. Cela ne vaut rien face aux grands enjeux du monde et de l'Afrique contemporaine. Alassane Ouattara est en difficulté parce que son plus grand soutien, le néocolonialisme français, est en difficulté. Il a vu Bazoum tomber, Macron promettre tous les enfers à Tiani et rien n'est arrivé. Il a vu Ali Bongo tomber, crier « Make noise, make noise ». Rien n'est arrivé. Il a vu Alpha Condé tomber. « Make noise, make ». Rien n'est arrivé. Alassane Ouattara sait que c'est le dernier combat politique de sa vie qui est engagé et toutes les conditions pour qu'il le perde sont réunies. Je conclus en disant, les deux mobilisations du 9 août et du 16 août ne sont que des petites gouttes d'eau de la mer, que dis-je, de l'océan populaire qui va prendre ses responsabilités en Côte d'Ivoire dans les prochains jours. Alassane Draman Ouattara ne pourra pas vaincre ce peuple de Côte d'Ivoire qui s'est levé là. Écrivez ça. Et je rappelle une fois de plus que ce n'est pas lui qui autorise les manifestations. C'est la mobilisation exceptionnelle du peuple de Côte d'Ivoire qui contraint Ouattara à accepter les manifestations. Les futures mobilisations seront monstres. Les futures mobilisations seront énormes, immenses. Ce ne sera pas seulement Abidjan, ça sera le pays tout entier qui se mettra en mouvement. Alassane Ouattara n'aura pas d'autre choix que de quitter le pouvoir. Car il n'a droit ni au 3e mandat qu'il vient de faire, ni au 4e mandat qu'il souhaite faire. Ce à quoi Alassane Ouattara a droit en Côte d'Ivoire, c'est d'être arrêté, jugé et exceptionnellement condamné pour sa méchanceté envers ce pays qu'il a accueilli, qui a fait de lui l'homme qu'il est devenu, et ce pays qu'il a défiguré, ce pays qu'il a tripatouillé, qu'il a pillé, qu'il a humilié. C'est tout ce qu'il mérite dans cette affaire. Voilà pour le premier sujet.